Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette entrevue spéciale avec Grégoire Hello, qui est directeur éditorial chez Kurokawa, qui est avec nous au Québec pour 3-4 jours. 3-4 jours. Jamais assez longtemps. Non, mais il va falloir revenir. On a 1 heure et demie d'entrevue aujourd'hui qui est planifiée. Je remercie les gens qui se sont déplacés pour être parmi nous et les gens qui sont là aussi virtuellement pour assister à cette rencontre-là. On va se concentrer aujourd'hui sur le manga. Donc, on va parler de ces livres qui attirent autant les jeunes avec lesquels vous travaillez probablement ou qui font partie de vos collectivités et qui, pour nous, les vieilles personnes, sont encore. Oui, sont encore. Je parle pour toi, c'est ça que tu essaies de me dire. Et qui, pour nous, les personnes moins adolescentes, disons, ou enfants, sont un peu mystérieux. C'est encore un genre qui est un peu mystérieux. Donc, et avant de commencer, ça serait peut-être intéressant que je vous dise que je m'appelle Anne-Marie Fortin et que je vais être l'animatrice de cette entrevue avec Grégoire aujourd'hui. Je suis consultante spécialisée en littérature jeunesse, propriétaire de la compagnie Pouce Carré, qui a été fondée cette année, en 2022, on peut dire maintenant l'année passée, là, pour faire, entre autres, des projets de surdiffusion, donc présenter des livres dans les milieux institutionnels, les librairies et les bibliothèques. Alors, Grégoire, bienvenue avec nous. Voilà, merci pour votre temps. Merci. Donc, moi, je suis Grégoire Hello, donc je suis directeur des éditions Kurokawa. Je publie, j'édite, je traduis aussi, enfin bref, je fabrique des mangas en français depuis 2005 maintenant. Donc, je voyage énormément au Japon et j'ai aussi beaucoup j'ai énormément fait d'interventions en France auprès des bibliothécaires, auprès de ce qu'on appelle les documentalistes. Donc, ce sont les personnes qui sont responsables des bibliothèques, mais dans les écoles, les collèges et les lycées, parce que les problématiques que vous posez aujourd'hui vis-à-vis du manga, vis-à-vis de ce que ça représente chez les jeunes gens, c'est des problématiques qu'on a eues en France il y a une dizaine d'années, où effectivement, il y a beaucoup de gens qui travaillaient dans la documentation, dans les bibliothèques, qui avaient de la demande de la part des enfants. Et c'est vrai que votre métier, c'est donner envie aux enfants de lire. Et puis là, vous ne pouviez pas les conseiller, vous ne saviez pas trop quoi leur mettre dans les mains. Donc, j'ai fait pas mal de formations auprès des enseignants, des bibliothécaires. On était encore dans une école ce matin où j'ai discuté avec des enfants de manga. Donc voilà, n'hésitez jamais à me poser des questions. Je pense que j'ai la grande majorité des réponses à vos questions et toutes vos inquiétudes ou vos questionnements à propos du manga, comment ça marche, à qui il faut le conseiller, lesquels, pourquoi. Voilà, j'ai les questions et enfin, vous avez les questions et j'ai les réponses. Donc n'hésitez pas. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas un méchant mercantile. C'est-à-dire que je suis papa aussi, j'ai un petit garçon, et je sais qu'aujourd'hui, sur le marché francophone, 60% des bandes dessinées qui sont vendues sont des mangas. Donc, en tant qu'éditeur, j'ai le sens des responsabilités. Je me sens responsable de ce qu'on va mettre entre les mains des enfants. Donc, voilà, je ne suis pas là pour vous vendre ma camelote, je suis vraiment là pour vous aider à comprendre le phénomène manga et à accompagner au mieux les enfants et surtout les parents de ces enfants qui veulent lire des mangas et qui sont peut-être un peu inquiets. On va commencer avec des questions de base sur le manga, mais avant ça, moi j'ai une question de base sur toi. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser autant au manga dans ton cheminement, soit professionnel ou personnel? Alors, ça va être un peu long, c'est peut-être pas forcément très intéressant, mais moi, je viens pas du manga. En fait, je ne suis pas du tout quelqu'un qui a fait des métiers de l'édition, des choses comme ça. Moi, avant, je travaillais dans les jeux vidéo. J'étais journaliste dans des magazines spécialisés dans les jeux vidéo et les technologies, l'informatique, etc. Et j'ai commencé très tôt. J'ai travaillé dans ces magazines-là dès l'âge de 16 ans. Donc, quand j'ai terminé mes études à 18 ans, je me suis dit, bah, je vais apprendre le japonais, puisque c'était dans les années 90, donc c'était surtout Nintendo, Sega, très puissant. Donc, je me suis dit, je vais apprendre le japonais, comme ça me sera utile pour ma carrière. Et puis, voilà, chemin faisant, au début des années 2000, j'ai arrêté le journalisme. Et la maison d'édition L'Univers Poche en France cherchait quelqu'un pour lancer des mangas. Et il cherchait quelqu'un qui parlait japonais. C'était mon cas, qui connaissait bien la culture du divertissement, la pop culture asiatique, c'était aussi mon cas. Et c'est comme ça que je suis devenu éditeur de manga. Mais j'ai une appétence pour le manga, mais moi, ça vient plutôt du divertissement asiatique au global.
Même si, évidemment, à chaque fois que j'allais au Japon pour des reportages ou quoi, je lisais des mangas. Tu étais déjà un lecteur Oui, tout à fait. de cœur, disons. C'est ça, voilà, exactement. Et là, ma question de base, on commence par une question de base, qui va paraître simple, Oui. mais je sais que tu as une réponse qui n'est pas aussi simple que celle qu'on peut imaginer. C'est quoi un manga? C'est quoi un manga? Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui discutent qu'est-ce que c'est le manga, est-ce qu'on peut vraiment dire que ça c'est un manga, etc. Donc on part d'un consensus général, c'est que le manga, c'est de la bande dessinée japonaise. Voilà. Tout comme on dit la bande dessinée ou la bande dessinée franco-belge, en général, c'est quelque chose d'européen, euh, français ou belge. Là, on va dire le comics, le comic book, c'est tout ce qui va être américain. Alors, pas seulement les super-héros, mais aussi tout ce qu'on appelle les romans graphiques, etc. Enfin, on part du principe que si ça a été dessiné aux États-Unis, c'est plutôt du comics, et notamment parce qu'il y a déjà des différences entre le comics et la bande dessinée en termes de narration, en termes de découpage et en termes de fabrication aussi. Et le manga, voilà, le consensus, c'est dire que le manga, c'est la bande dessinée qui a été réalisée au Japon. Alors, bien entendu, il y a des exceptions. Il y a des Français ou des Américains qui dessinent des mangas, c'est-à-dire que volontairement, ils vont dessiner des petits ouvrages en noir et blanc qui se lisent de droite à gauche. Mais voilà, universellement, le manga, c'est la bande dessinée japonaise. Tu as dit déjà, on comprend donc cette définition-là, puis tu as parlé de petits ouvrages en noir et blanc. C'est des caractéristiques qu'on va retrouver dans les mangas. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques comme celle-là qui peuvent être surprenantes, disons, pour un lecteur qui n'est pas habitué au manga, d'autres caractéristiques du manga qui sont récurrentes? C'est vrai que quand tu prends un manga pour la première fois, ta réaction, c'est de se dire, mais il est imprimé à l'envers. Moi, je vois d'ailleurs, c'est très amusant parce qu'on a eu un manga pour enfants qui s'appelle Inazuma Eleven. C'est un manga de soccer assez fantastique pour les enfants. Et c'était drôle parce qu'il avait des très mauvaises notes sur Amazon. Alors, je me dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il a une étoile sur Amazon? Et en fait, comme c'était un manga pour les enfants, donc c'est les parents qui le commandaient et qui l'obtenaient. Et toutes les notes étaient très mauvaises parce que les parents disaient c'est un scandale, mon livre est imprimé à l'envers, le début est à la fin, j'ai demandé à ce qu'on me le change et j'avais la même erreur. Et donc, ça montrait que vraiment les parents n'étaient pas du tout. Alors, ça, c'était il y a 10 ans, donc aujourd'hui, ça a changé. Mais à l'époque, voilà, les gens pensaient qu'ils avaient un ouvrage défectueux parce qu'il était à l'envers. Vraiment, le fait que le manga soit imprimé de droite à gauche, ça perturbe beaucoup de gens. Première chose. Et deuxième chose, c'est effectivement le format, qui est beaucoup plus petit que nos albums traditionnels. Et c'est vrai que ça, c'est une des clés du succès du manga en termes commerciaux. C'est la forme de divertissement la moins chère. Et c'est ce qui a expliqué aussi en France, en tout cas, l'explosion du manga en 2020. C'est que quand il y a eu la pandémie, quand les gens devaient... Alors en France, nous, je ne sais pas si ça a été le cas au Québec, mais en France, pendant 2 mois, on n'avait pas le droit de sortir de chez nous, sauf une fois par semaine pour aller faire les courses. Et la seule forme de divertissement qui était disponible, c'était le manga qu'on pouvait acheter en supermarché quand on allait faire ses courses. Et puis, c'était pas cher. 3, 4, 5 euros, 8, 10 dollars pour vous. Et puis, on se dit, avec un manga, les enfants vont être occupés 1 ou 2 heures. Et puis, surtout, un manga, c'est pas un écran. Voilà. Et du coup, ce petit format et ce prix moins élevé qu'un album de bande dessinée classique, c'est une des vraies caractéristiques du manga. J'en ai un bémol. Oui. C'est pas très cher. Non. Mais les bibliothécaires scolaires qui sont parmi nous diraient oui, mais parfois il y en a 20. 20 tomes. Oui. Oui. Série. Alors là, à ce moment-là, c'est un commentaire qu'on entend souvent. Effectivement, chacun des tomes n'est pas très cher, mais il y a une longue série. Qu'est-ce qui explique le fait que les mangas soient souvent des longues épopées, disons? Alors, ça va être un peu long, mais je pense que c'est intéressant pour vous, pour que vous compreniez un peu comment sont conçus les mangas et pourquoi ça marche autant auprès des jeunes. Le manga, c'est une œuvre feuilletonnante par essence. Nous, ce qu'on a dans le monde francophone, les mangas qu'on propose aujourd'hui aux gens, ce sont ce qu'on appelle des tomes reliés. Donc, c'est des tomes dans lesquels il va y avoir plusieurs chapitres. Mais en fait, ces chapitres ont été publiés dans des magazines de manière hebdomadaire ou mensuelle.
et la concurrence est très rude. Donc c'est pour ça que la narration du manga, c'est une narration qui est dans l'effervescence et dans le feuilletonnant. Parce qu'il faut donner envie au lecteur d'acheter le magazine prochain. Il y a aussi, donc je parlais d'une énorme concurrence dans le manga, tout simplement parce que ces magazines japonais dans lesquels on met des chapitres de manga, les places sont très chères. Et pourquoi est-ce que c'est aussi efficace? Parce qu'ils ont inventé dans les années 60 un système qui est extraordinaire. C'est que dans ces magazines-là, toutes les semaines, il y a tout un tas de choses à gagner pour les lecteurs, des vélos, des consoles de jeux, des vêtements, etc. Et pour gagner, il faut évidemment renvoyer la petite carte postale qui est incluse dans le magazine. Et cette petite carte postale, vous avez une liste de questions. Quel est le manga qui t'a le plus plu cette semaine? Pourquoi? Quel est ton personnage préféré? Pourquoi? Etc. Et donc les enfants, ils vont dire, bah, cette semaine, mon manga préféré, c'était celui-ci, parce que le chapitre était amusant. Celui que j'ai le moins aimé, c'est celui-là, parce que le personnage est bête ou laid, etc. Et donc toutes ces cartes postales, elles vont aller à la rédaction du magazine, et ils vont éplucher toutes les réponses. Et en fonction de ça, ils vont adapter l'offre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les auteurs de manga ont chacun un responsable éditorial qui les accompagne. Quand un dessinateur de manga dessine un nouveau chapitre, il va d'abord faire une ébauche assez mal dessinée, dans laquelle on va comprendre le découpage des pages. Il va dessiner ce qu'on appelle dans le jargon des patates. Il ne va pas faire les personnages, il va juste faire des ronds, voilà, on appelle des patates. Et il va montrer ça à son responsable éditorial. Le responsable éditorial va lire ça et il va dire, écoute, non, là, c'est pas terrible, il faudrait plutôt que tu rajoutes une blague parce que le rythme n'est pas bon. Ah, ce personnage-là, tu l'as mis, mais tu sais, la dernière fois, les lecteurs avaient dit que c'était pas terrible, etc. Et donc, le responsable éditorial, il va être là pour s'assurer que le dessinateur ne manque jamais d'inspiration, qu'il ait toujours les bonnes infos. Par exemple, il va s'acharner à mettre un personnage que les lecteurs détestent. Il va dire, mais non, ne l'est pas, personne ne l'aime, ton personnage, tue-le, fais quelque chose. Et donc, en suivant ça, on va essayer de faire en sorte que la série soit la plus populaire possible. Et donc, évidemment, quand on suit les tendances en lisant les opinions des lecteurs chaque semaine, on arrive à faire des séries qui fonctionnent très bien et donc qui vont durer sur 20 tomes, 30 tomes, 40 tomes, etc. Est-ce que ça fait des séries qui se ressemblent beaucoup les unes des autres? Les avis des lecteurs, est-ce qu'ils convergent toujours un peu vers une tendance actuelle, disons, où on a vraiment des gens qui vont être très différents? Alors, c'est ça qui est très paradoxal, c'est que les gens vont avoir tendance à aimer les mêmes choses, mais deux mangas qui se ressemblent trop vont être vraiment très critiqués. C'est-à-dire qu'on va demander beaucoup de drame, beaucoup d'émotions, mais par contre, on ne va pas vouloir deux histoires identiques. Et justement, quand il y a un personnage qui va arriver, qui va combattre un méchant, et que le méchant va lui révéler qu'en fait, il s'est fait arnaquer, etc., il est possible que les lecteurs disent, mais attendez, dans tel manga, ils ont fait le même coup le mois dernier, c'est nul, etc. Donc, il y a aussi ce côté, on est toujours obligé de se renouveler dans la narration. On utilise évidemment des codes de narration qui sont très classiques, le bien, le mal, la rédemption, la tromperie, la duperie, la duplicité, les sacrifices, le dépassement de soi, mais l'environnement dans lequel ces clichés vont être utilisés est très important. C'est-à-dire, on dit souvent que les mangas, c'est surtout les mangas à destination des adolescents, et souvent les mangas, c'est beaucoup de bagarres. Mais par contre, ça va être compliqué d'avoir deux mangas de la même bagarre. C'est-à-dire que ça va être un manga avec des fantômes qui se bagarrent, à côté, ça va être un manga avec des pirates qui se bagarrent, à côté, ça va être un manga avec des ninjas qui se bagarrent. Parce que s'il y avait deux mangas de ninjas en même temps, on les comparerait beaucoup. Et du coup, on dirait, il y en a un qui est copié sur l'autre, et ça ne serait pas bon. Donc, on va avoir des codes de narration qui sont très communs. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas les mangas, on se dit qu'ils se bagarrent tout le temps. Mais c'est comme quand on regarde le cinéma d'action, on se dit, c'est toujours des voitures qui se courent après, machin. Et puis, si vous en parlez à un fan de cinéma, il va dire, mais non, parce que regarde, là, c'est Jason Statham, et puis là, c'est Brad Pitt, c'est pas du tout pareil. Et dans le manga, c'est pareil. Si vous parlez à un enfant qui lit des mangas, il dit, c'est toujours de la bagarre. Mais non, parce que là, regarde, c'est un pirate, donc il a un bateau, machin, alors que là, c'est un fantôme, il passe à travers les murs. C'est complètement différent. Mais oui, effectivement, puis je pense que ça. J'ai plusieurs idées qui me viennent en tête en même temps, mais
je pense que quand on veut créer des lecteurs qui vont être capables de lire beaucoup, qui vont lire en série, d'avoir ces espèces de récurrences-là qui sont présentes avec des bases très différentes, ça va encourager la lecture en série, c'est-à-dire que ça va encourager aussi les lecteurs à naviguer d'une série à l'autre et à aller retrouver ce qu'ils ont apprécié dans une série dans la prochaine, probablement. Je parlais tout à l'heure du côté feuilletonnant des mangas, qui sont toujours à suivre, qui ont toujours un rythme très haletant pour donner envie d'acheter le magazine suivant, pour être sûr que la série continue. Parce qu'évidemment, si les magazines ne se vendent plus, la série s'arrête. Parce que quand les enfants envoient la carte postale en disant bah, finalement ce manga-là il ne nous plaît plus, l'éditeur lui dit bon bah il va être temps de finir ta série. C'est pour ça qu'il existe aussi des séries de manga dont la fin est complètement abrupte. Parce que d'un seul coup, le manga n'est plus du tout populaire au Japon, il a fallu le couper. Mais par contre, ce qui va faire qu'un manga plaît, c'est aussi parce que depuis longtemps, la recette qui est éprouvée au Japon, c'est de partir du principe qu'il ne faut pas faire ce qu'on appelle en japonais du kodomo damashi. Alors, le kodomo damashi, c'est un principe japonais qu'on pourrait traduire par l'arnaque aux enfants. C'est-à-dire qu'au Japon, on part du principe que les enfants ne sont pas plus bêtes que les autres et que si on essaye de les duper en leur racontant des trucs un peu niais, en se disant de toute façon ils ne comprendront pas, ou etc., ça ne va pas marcher parce qu'il ne faut pas sous-estimer les enfants. Alors, bien entendu, il ne faut pas leur parler de sexe, leur montrer des trucs hyper violents, pas dans ce sens-là. Je parle vraiment d'arnaque au sens narratif. C'est-à-dire que le coup de « ah ben en fait c'était un rêve », les enfants, ils sont comme tout le monde, ils détestent ça. Et donc, il ne faut pas arnaquer les enfants, il faut leur raconter des choses peut-être simples, mais il ne faut pas s'empêcher de les raconter de manière un peu compliquée. C'est pour ça que dans les mangas, même pour les enfants, il y a, alors je ne sais pas si on a le droit de dire ça au Québec, il y a des flashbacks, il y a des ellipses, on passe du passé au présent, il y a des choses un peu cachées, il y a comment dire, des techniques de narration qui pourraient sembler un peu complexes pour des enfants, mais qui sont là quand même. Et ça donne aux enfants aussi le côté, l'impression d'être pris au sérieux. On se dit, je lis un manga, c'est une histoire sérieuse, il y a du drame, il y a des choses comme ça, alors que moi, d'habitude, quand on montre un dessin animé avec un chat qui poursuit une souris, il n'y a pas tellement d'enjeux dramatiques. Et dans le manga, c'est ça aussi qui fait que les gens qui ne connaissent pas le manga vont avoir l'impression que c'est plus violent, c'est qu'on ne va pas s'interdire de montrer des drames aux enfants. Oui, puis il y a aussi j'ai perdu, j'avais une autre question. Oublié, ça va. Ça m'a échappé. Ce que j'allais te poser comme question tantôt, c'était par rapport aux séries qui sont feuilletonnantes. Quand toi, tu choisis un manga que tu veux publier, oui, que tu veux, j'imagine, donc faire adapter, traduire, publier, est-ce que tu connais déjà la fin? Ou c'est des mangas qui sont en production encore? Donc, parce que tu ne peux pas attendre que ça se termine pour savoir si ça va bien se finir. Non, en général, quand mon travail éditorial se déroule de la manière suivante. Les éditeurs japonais m'envoient l'immense majorité des magazines qu'ils publient. Alors, évidemment, je fais le tri moi-même, parce qu'au Japon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de mangas. Des mangas pour tous les âges, pour tous les genres, et les Japonais sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Ils sectorisent énormément leur offre éditoriale. Donc, au Japon, il y a des mangas pour les petits garçons, pour les petites filles, pour les adolescents, les adolescentes, pour les jeunes adultes hommes, femmes. Après, il y a des mangas pour les vingtenaires, trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, retraités. Et pour les femmes, c'est encore plus sectorisé parce qu'il y a les mangas pour les femmes de 20 ans, les femmes de 20 ans qui travaillent, les femmes de 20 ans au foyer, de 30 ans, de 40 ans au foyer qui travaillent, etc. etc. Donc, c'est hyper sectorisé comme ça. Alors, nous, l'immense majorité du manga en France est consommée par les jeunes gens. On a eu les derniers chiffres en 2022. Les lecteurs de manga, à 70%, les lecteurs de manga en francophonie avaient moins de 25 ans. Alors, ça ne veut pas dire que les adultes ont arrêté de lire des mangas. C'est juste qu'il y a eu tellement de jeunes qui sont rentrés depuis 3 ou 4 ans que la distribution des tranches d'âge a énormément changé. Et donc, la majorité des mangas aujourd'hui qu'on fait venir et qu'on traduit en français sont des mangas pour les ados et les jeunes adultes. Mais on a énormément de mangas qui s'adressent aux quarantenaires et aux cinquantenaires qui sortent au Japon. Ça peut être des enquêtes policières, ça peut être des mangas de cuisine, des mangas de golf, des mangas de gestion.
Voilà, il n'y a pas un manga que le manga n'ait jamais traité, à part peut-être la pétanque, et encore. C'est vraiment, un, vous me nommez un hobby, un sport, une occupation ou un concept, je pense qu'un manga a été fait autour de ça. Après, le but, c'est de trouver les mangas en tant qu'éditeur. Il faut trouver le juste équilibre entre le manga qui va être un succès commercial et le manga qui peut ouvrir de nouveaux horizons au lecteur. C'est-à-dire que l'édition de manga, c'est exactement comme l'édition de base. C'est-à-dire, j'édite des romans. Bon, je vais avoir un énorme succès avec Marc Lévy. Ben, Marc Lévy va payer pour les 50 autres romans très expérimentaux qui vont peut-être se vendre à 100, 150 exemplaires. Et ben, Marc Lévy va m'assurer la sécurité financière pour pouvoir prendre des risques et lancer 10 auteurs inconnus, et peut-être que dans ces 10 auteurs, il y en aura un qui va fonctionner, etc. Le manga, c'est pareil. On va vendre des millions de Spy Family, on va vendre des millions de Pokémon qui vont me permettre d'éditer des mangas plus expérimentaux, comme Les Vacances de Jésus et Bouddha, comme des mangas de philosophie. On édite en manga Ainsi parlait Zarathustra, Le Capital de Marx, des choses qui commercialement sont bien moins intéressantes, mais qui, je pense, sont intéressantes à éditer, tout simplement parce que une fois que les enfants et les adolescents vont avoir lu leur manga d'aventure, etc., ils vont être familiarisés avec l'objet livre, vont être familiarisés avec le manga, la narration du manga, et ça va pouvoir les intéresser à autre chose. Alors, si on a de la chance, ils vont aller vers des romans, mais il y en a qui vont rester attachés à la narration spécifique du manga, et ça va leur permettre justement de découvrir autre chose que les mangas d'aventure ou de bagarre. L'œuf ou la poule, qu'est-ce qui influence quoi? C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt la littérature classique européenne qui influence, par exemple, les créateurs de manga et qui, lorsqu'ils veulent justement adapter ces œuvres-là, ou si c'est la popularité du manga qui influence le choix d'adapter ces œuvres-là? Comment Oui. le choix se fait-il? Alors ça, c'est très intéressant parce que moi, j'aime beaucoup discuter justement avec les bibliothécaires et les documentalistes en France, parce que c'est les personnes qui sont le plus en contact avec les jeunes gens, après leurs parents évidemment. Mais justement, c'est avec eux qu'ils vont discuter de leur lecture. Et c'est amusant, et c'est très paradoxal, mais en fait, les adolescents vont expliquer, ah ben moi, je ne lis pas des romans Victor Hugo, tout ça, c'est ringard. Moi, je préfère les aventures de manga. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette littérature-là, Les Misérables, par exemple, c'est encore étudié à l'école au Japon. Et du coup, les gens qui dessinent des mangas au Japon aujourd'hui sont des auteurs qui ont été, éduqués à la littérature française. Tout cet aspect du feuilleton, du roman d'aventure, voilà, ils ont étudié Alexandre Dumas, tout ça, ils ont connu Arsène Lupin, ils ont connu ce genre de littérature classique ou post-classique francophone, ce qui fait que ces influences du drame romantique français, on les retrouve finalement dans le manga. C'est du métafeuilleton, dans le fond, de prendre des œuvres classiques qui ont été publiées en feuilleton puis d'en faire du feuilleton manga. C'est comme un peu de reprendre. Oui, ça reprend le modèle du roman feuilleton qu'on avait il y a 100, 150 ans en France, où tous les jours, dans le journal, il y avait un petit chapitre de roman, et puis le gars tapait vite, vite pour avoir un chapitre demain, le lendemain, etc. Donc, c'est exactement la même manière de réfléchir sa narration. Il faut donner envie au lecteur de la suite. D'avoir une accroche pour continuer. J'aimerais revenir sur les cartons dont tu as parlé, là, des cartes postales auxquelles on répond. Pour les gens qui travaillent avec les jeunes, je vois là une activité quand même assez incroyable à réaliser. C'est-à-dire qu'on pourrait reprendre cette idée-là de la carte postale, puis en appréciation de la lecture, demander aux jeunes qu'eux-mêmes remplissent la carte après avoir lu tant de chapitres, imaginer ce qui pourrait se passer, voter pour leur manga préféré aussi, si on leur donne plusieurs choix dans les différents types de mangas aussi. C'est un sujet qu'on a abordé peut-être un peu rapidement, mais ce qu'on connaît peut-être le plus ici, ce serait le manga sur le Pokémon ou le manga d'aventure, où il y a beaucoup de batailles. Mais quand on commence à se pencher sur le manga, on se rend compte que, comme tu le disais, il y a une incroyable diversité.
est-ce que tu voudrais nous parler de certains mangas surprenants comme ça qu'on peut retrouver ou d'histoires auxquelles on ne s'attend pas lorsqu'on construit du manga? Il y en a énormément, ne serait-ce que dans mon catalogue. Je parlais tout à l'heure d'un manga qui s'appelle Les vacances de Jésus et Bouddha. Alors, c'est plutôt un manga pour les jeunes adultes. C'est bizarre comme ça, c'est de la comédie théologique. Donc, l'histoire, c'est après 2000 ans à avoir veillé sur l'humanité, Jésus et Bouddha décident de prendre des vacances dans la banlieue de Tokyo. Voilà. Donc, dit comme ça, c'est assez délicieux. Et donc, va se mettre en place une espèce de récit qui rappelle beaucoup les lettres persanes, où Jésus et Bouddha débarquent dans la banlieue de Tokyo et découvrent l'humanité moderne à travers un œil antique. Donc, Jésus va découvrir les jeux vidéo, Bouddha va découvrir les jeans troués. Il va tomber en admiration devant les jeans troués en disant oh là là, mais tous ces gens qui ont marché sur les genoux, c'est formidable, c'est génial. Jésus avec ses cheveux longs et sa barbe, les gens vont le prendre pour Johnny Depp. Donc, voilà, donc il y a énormément de gags comme ça et en fait, c'est un manga à travers lequel on va critiquer la société à travers les yeux de deux personnages qui sont omnipotents, mais qui sont finalement extrêmement naïfs. Voilà. Ça va être aussi un manga d'humour qui va être très, très référencé théologiquement, parce que ça va faire référence à ce qu'on trouve soit dans la Bible, soit dans les écrits bouddhiques. Par exemple, il y a un épisode où ils vont à la piscine municipale. Et Bouddha, qui est un athlète accompli, puisque Bouddha, c'était un grand guerrier avant de comprendre que finalement la guerre n'avait aucun sens. Donc Bouddha, lui, il fait ses longueurs. Et puis il dit bah alors Jésus, tu viens pas te baigner? Il dit bah non, j'ai peur de l'eau. Il dit mais pourquoi tu as peur de l'eau? Parce que j'ai jamais pu y rentrer. Donc, donc Jésus tente de rentrer dans la piscine et puis marche sur l'eau. Donc Bouddha lui dit mais arrête ça, on va se faire remarquer. Et donc Jésus dit oui, tu as raison. Alors, il se bouche le nez, il se bouche les oreilles et tout. Et il se jette dans l'eau en criant Amen. Et là, évidemment, l'eau se sépare en deux. Et la piscine se sépare en deux. Et c'est encore pire. Bouddha dit non, vite, il faut qu'on se sauve, etc. Donc il n'y a que des histoires comme ça qui sont assez amusantes. Il y a les archanges qui débarquent, qui forment un boys band. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui sont très amusantes et qui permettent de découvrir ou de redécouvrir à la fois le bouddhisme et le christianisme sous un prisme qui est amusant et qui est complètement inattendu chez nous. Enfin, je ne sais pas si c'est une idée qu'on aurait eue. D'ailleurs, c'était amusant quand j'ai négocié pour acheter les droits de ce manga. Au début, l'auteur ne voulait pas nous le vendre parce qu'elle avait peur que la manière dont elle a dessiné Jésus, qui n'est pas du tout irrévérencieuse, c'est juste que Jésus, il est naïf, hein, il découvre la télé, tout ça, il ne sait pas ce que c'est. Elle dit, mais est-ce que les gens ne vont pas se vexer? Est-ce que je ne vais pas avoir des ennuis, etc. Alors je lui ai dit, bah, écoutez, en France, il y a Charlie Hebdo toutes les semaines. Charlie Hebdo, sur la couverture, on voit le pape qui viole Jésus. Et donc, on lui a envoyé 3 ou 4 exemplaires de Charlie Hebdo, les plus horribles possibles. On lui dit, voilà, ça, c'est toutes les semaines en kiosque. Et donc, elle a dit, ah oui, quand même. Écoutez, alors moi, je crois que mon Jésus qui joue aux jeux vidéo, ça va aller. Voilà, et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand on a sorti les vacances de Jésus et Bouddha, magazine français intellectuel sur la culture, très célèbre, qui s'appelle Télérama, ils étaient très déçus. Ils ont dit, mais il est vachement gentil, c'est un manga qui est très inoffensif. Moi, je m'attendais à ce que Jésus aille dans les bars à striptease ou des trucs comme ça. Pas du tout. Donc, au final, il y a toujours des barrières culturelles comme ça qui sont un peu amusantes. Entre j'ai peur de vous froisser, et puis non, ne vous inquiétez pas, vous avez beaucoup de marge avant de vous froisser. Alors que, en fait, ce manga-là, par contre, est interdit en Thaïlande, parce qu'en Thaïlande, on n'a pas le droit de faire des caricatures de Bouddha. Donc vraiment, à chaque pays, il y a des spécificités. Mais bon, c'était juste pour la petite anecdote. Pour ce qui est des mangas étonnants, il y a celui-ci, effectivement, mais je pense que le manga le plus étonnant de notre catalogue, pour vous dire qu'il y a vraiment un manga pour tout, le manga le plus étonnant de notre catalogue, c'est un manga qui s'appelle Anus Beauté. C'est un manga pour apprendre à soigner ses hémorroïdes. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui est très amoureux d'une jeune fille. Et le problème qu'il a, c'est qu'à chaque fois qu'il veut se déclarer, il est très émotif, donc il a le cœur qui bat vite, etc. Et donc ça lui fait une douleur, là, vous savez. Parce que c'est un problème vasculaire. Donc, il y a une jeune fille qui va deviner, elle va dire, ah, toi, à ta démarche, je sens que tu as des hémorroïdes. Ah, comment vous le savez? Je sais pas, moi aussi, j'en ai eu.
je suis passé par là, donc ça va devenir son mentor d'hémorroïdes et elle va l'aider à guérir. Donc, elle va lui dire, voilà, faut que tu arrêtes de rester debout, il faut que tu manges des fibres. Alors, chez lui, il a des toilettes à la turque. Il dit, bah non, tu peux pas t'accroupir comme ça, faut trouver un truc parce que tu le bon angle avec tes genoux, machin. Et, et c'est un manga d'initiation médicale. Et on peut le lire juste pour rigoler, parce que c'est une comédie romantique assez spéciale, mais on peut aussi le lire comme un guide pour soigner ses hémorroïdes en manga. Mais je ne connais pas Anis Beauté encore, mais c'est sur la file à lire, c'est sûr. Par contre, j'ai eu la joie, là, mais je j'étais vraiment étonnée de la joie. Puis, moi, j'ai lu Marie Kondo. Oui. Donc, la magie du rangement illustré. Tout à fait. J'étais étonnée de ressortir de la joie parce que je ne pensais pas m'intéresser au rangement, mais là, je vous jure que mes armoires sont super rangées. C'est très surprenant. Pour moi, est-ce qu'il y a, puis dans la magie du rangement, il y a aussi cette espèce de guide-là passe par une narration. Est-ce que c'est un aspect récurrent, avoir besoin de narrer une information peut-être plus documentaire pour, dans la culture japonaise? En fait, ce que tu dis là, c'est vraiment une des bases qui donne ce succès au manga aujourd'hui. Je reviens un peu en arrière. Je vous avais dit que la majorité des consommateurs de manga dans la sphère francophone, c'est les adolescents. Parce que c'est le moment où on a toute cette effervescence émotionnelle. Et l'exemple que je prends toujours quand je fais des conférences de manga pour expliquer aux gens pourquoi les mangas, ça marche autant, notamment chez les adolescents, c'est est-ce que vous connaissez le slogan de Tintin? Vous connaissez Tintin? Mais le slogan de Tintin, c'est pour tous les enfants de 7 à 77 ans. Mais quand on est un adolescent, on n'a pas envie de lire la même chose que son petit frère, on n'a pas envie de lire la même chose que ses parents. On veut vraiment quelque chose qui s'adresse à nous. Et c'est vrai que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les mangas sont hyper sectorisés, hyper en tranche d'âge. Donc, du coup, toute l'offre éditoriale adolescente n'a pas d'équivalent dans le monde occidental. Ce qui fait que, quand vous lisez un manga de ninja, bon, certes, c'est un ado, il est super fort, il court sur les murs, il tue les méchants d'un coup de poing, etc. Mais par contre, il est vachement mal à l'aise avec les filles, il n'est pas très dégourdi socialement, etc. Et donc, du coup, il va y avoir une implication émotionnelle de la part du lecteur qui va faire qu'on va accrocher dans le récit. On va se dire, ce récit me ressemble, ce héros me parle, il y a une résonance par rapport à ce que je ressens dans la vie de tous les jours. Et ce principe-là d'implication émotionnelle, d'investissement émotionnel, on le retrouve dans quasiment tous les mangas. Tout simplement parce qu'il y a vraiment une grosse différence de base entre la bande dessinée et le manga. C'est que la bande dessinée est construite de telle manière que les personnages sont au service de l'histoire. C'est-à-dire que Astérix, ça existe depuis 60 ans, mais Astérix, c'est un personnage qui n'a jamais été vraiment très creusé. On ne sait pas grand-chose d'Astérix. Il vit seul, il aime le sanglier, il est pas à l'aise avec les filles, il aime la bagarre. En 60 ans, c'est à peu près tout ce qu'on a appris d'Astérix. Un héros de manga, vous allez lire un tome, vous allez voir ce qu'il aime manger, ce qu'il n'aime pas manger, ce qu'il met à l'aise, ce qu'il ne met pas à l'aise, etc. Dans le manga, on va vraiment prendre le temps d'installer les personnages et de les caractériser. Et c'est ça qui va créer aussi de l'attachement de la part des lecteurs. C'est qu'on veut vraiment faire des personnages attachants. Et chaque personnage va vraiment être un archétype hyper creusé, ce qui fait que quand vous lisez un manga avec une multitude de personnages, c'est ce qu'on appelle l'effet boys band. C'est-à-dire pourquoi est-ce que les boys bands ils ont autant de succès, les BTS et tout ça? Parce que quand vous alignez 10 garçons, il y a le timide, l'effronté, l'arrogant, le mystérieux. Il y en a forcément un qui va vous plaire. Mais dans les mangas, c'est pareil. Et puis, il y a aussi peut-être, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport à l'intensité aussi. Les émotions sont souvent représentées d'une façon très, très intense. La joie va être vraiment illustrée. Il y a beaucoup d'onomatopées aussi qui vont se retrouver dans l'image. J'imagine que ça aussi, ça atteint les adolescents. Oui. Alors, le manga peut. Alors, évidemment, il y a des mangas violents avec beaucoup de bagarres, avec beaucoup de sang, etc. Mais le manga, visuellement, aussi peut paraître violent de par le dynamisme de sa représentation. On le disait tout à l'heure, c'est des choses qui sont très feuilletonnantes, mais il faut voir aussi que le manga, s'il a du succès, on l'a vu, dure sur la longueur.
Donc, un album de bande dessinée, c'est 45 pages. Donc, moi, l'exemple que je prends, c'est la bagarre Astérix. On voit Astérix, case 1, Astérix remonte sa manche en disant ah, shit, des Romains. Case 2, on voit une espèce de nuage avec des pieds, des mains, il y a écrit paf, paf, voilà. Case 3, c'est bah, la bagarre a duré une demi-page. Le manga, on va prendre le temps de raconter les choses. Le gars va mettre un coup de poing à la case d'après, l'autre va éviter le coup de poing. Case 3, le gars va dire oh là là, il a évité mon coup de poing. Et donc, du coup, rien qu'un coup de poing est devenu très, très important dans la narration. Parce que derrière, on dit oh là là, vous vous rendez compte, il a évité un coup de poing, c'est-à-dire que c'est un personnage redoutable. Donc, ça crée une montée en intensité. Et moi, je dis souvent, la narration du manga, il y a beaucoup d'évanescence dedans aussi. C'est-à-dire qu'on prend vraiment le temps de diluer l'action, de diluer les sentiments. Quelque part, la grammaire du manga, elle peut parfois même sembler un peu kitsch, un peu désuète, parce elle est forcée. C'est un peu comme le cinéma de Bollywood, où tu sais, quand il y a un gars qui dit à sa femme, je te quitte, là, d'un seul coup, tu as un coup de tonnerre, le zoom sur la femme, tu fais, ah, elle lâche tout, tu as un gros plan sur les verres qui se cassent, etc. Ben, le manga, ça va être pareil. Dans une comédie romantique manga, le gars va dire à sa femme, je te quitte. Donc, sur une pleine page, tu as un grand visage de la femme qui est comme ça, ah mon Dieu, page suivante, tu vas voir les trucs qui se cassent la figure dans la cuisine, etc. L'information va être diluée sur plusieurs pages, ce qui va lui donner une plus grande importance. Parce que le manga, dans son traitement, dans la manière dont il est mis en page, dans la manière dont il est raconté, euh, c'est presque comme si tu lisais non pas une bande dessinée, mais ce qu'on appelle un storyboard. Tu sais, où les réalisateurs de cinéma font ça, ils dessinent des scènes d'action. Ils disent alors, plan 1, on voit le mec courir, plan 2, on voit le train, etc. Les scènes d'action dans les mangas sont presque dessinées comme ça, parce que le manga est fait pour être lu vite une première fois, et tu y reviens une deuxième fois pour ressentir, parce que tu sais que il y a le rythme fait que tu vas monter en intensité jusqu'à une scène clé. Il va y avoir une explosion, une double page, un truc. Et donc, on va rechercher cette explosion d'émotions à ce moment-là. Et donc, tu vas y aller très vite. Et puis, tu vas revenir plus tard pour revivre l'émotion. Il y a une gymnastique de lecture dans le manga qui n'est pas forcément la même que dans la bande dessinée. Ou plus que de suivre un récit, tu vas vraiment essayer de suivre les émotions des personnages. J'ai l'impression aussi que pour le lecteur néophyte, dont je fais partie en grande de 321, c'est aussi, il y a aussi la nécessité d'apprendre les codes de lecture. Tu disais que le fait que les illustrations soient très vives, il y a un rythme dans les illustrations, même dans la mise en page, la façon dont les cases sont placées dans la page. Il faut apprendre à lire ça aussi. C'est-à-dire qu'à la première vue, quand on ouvre un manga pour la première fois, même si on sait qu'il faut lire de la fin jusqu'au début, on le sait. Là, on commence, on ouvre. Là, on se dit, ben, je vais être capable, je sais comment faire. Puis après 3 pages, je me dis, oh, attends, c'est plus compliqué que ça. Il faut que je revienne, il faut porter une attention aux illustrations aussi pour comprendre ce qu'elles véhiculent, parce que l'information n'est pas véhiculée que dans le texte. Il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont véhiculées dans l'illustration. Ça m'a donné l'impression, on entend parfois des gens dire, ah, ben là, moi, les gens dans la classe, ils lisent juste des mangas. Ben, attends, là, c'est parce que c'est un mode de narration qui est très complexe, qu'il y a beaucoup de codes qu'il faut apprendre et maîtriser pour l'apprécier. Alors, vous le savez tous, hein, c'est plus difficile de capter l'attention d'un adolescent que d'un adulte. Donc, les mangas qui s'adressent aux jeunes gens sont visuellement beaucoup plus impactants. Genre des grosses images, des grosses explosions, des cases éclatées, etc. Là où plus vous allez monter en âge, dans l'offre manga, hein, je reparle toujours de mon Jésus et Bouddha, si vous ouvrez un Jésus et Bouddha, vous n'allez pas être perdu. Les cases sont très parallèles, très rectilignes, il n'y a pas de fantaisie particulière. Alors que si vous regardez un manga pour les adolescents, là oui, les personnages passent à travers la case, des fois ils sont en pied, des fois il y a leur tête juste à côté, on ne sait pas trop, alors c'est là-dedans, là, ensuite là, quand ils donnent un coup de poing, ça traverse la page, ça va à la page d'à côté, etc. Il y a beaucoup de fantaisie. Et plus on monte en âge, et plus la narration et la mise en page deviennent orthodoxes. Donc effectivement, c'est compliqué de lire des mangas pour les jeunes. Mais tout comme ça peut paraître inepte de regarder des dessins animés, des DreamWorks, des trucs comme ça, chapeautés où voilà, ça crie, ça hurle, ça casse des trucs, etc. Et puis, quand on va regarder des films pour les adultes, ça va être
posé, moins de criards, moins d'images de synthèse, forcément. Donc, c'est la même chose en manga. C'est-à-dire que plus on va aller, plus on va monter en âge, et plus on va monter en calme, en fait, tout simplement. Donc, effectivement, si au-delà de 40, 45 ans, on essaye de lire un manga et que le premier manga qu'on lit, c'est un manga de bagarre pour adolescents, on va être perdu. Donc, si on veut s'intéresser en manga et qu'on est un adulte et qu'on n'a pas forcément tous ces codes de narration qui sont très particuliers, le mieux, c'est d'abord de commencer par un manga, entre guillemets, calme, de son âge, pour d'abord apprendre à lire de droite à gauche, parce que ce n'est pas forcément évident. Pour les enfants qui ont un cerveau très souple, ça passe tout seul. Mais pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, surtout si on est un petit peu conservateur, un petit peu orthodoxe, ça peut paraître un petit peu étrange. Et puis l'œil, automatiquement, ne va pas aller à la bonne bulle tout de suite. Donc, autant d'abord lire un manga, on va dire, pour adultes, pour avoir justement cette espèce de mise en page un peu sage. Et une fois qu'on sera à l'aise avec la lecture de droite à gauche, on peut commencer à descendre en âge, à commencer à aller voir des grandes sagas historiques, des grandes sagas fantastiques, et puis descendre petit à petit jusqu'au manga de bagarre pour adolescents. Je pense qu'il ne faut pas se mettre un défi trop fort trop vite. Peut-être aussi qu'en prenant, dans les publications récentes, il y avait Arsène Lupin, bon, Les Misérables, peut-être en prenant des œuvres qu'on connaît déjà, qu'on maîtrise un peu, dont on connaît, grosso modo, les grandes lignes, ça peut aider quand on connaît les personnages. Voilà, tout à fait, ça peut aider aussi. Le fait d'avoir choisi de publier Arsène Lupin en manga, ça venait de là, en fait. C'est-à-dire que en tant qu'éditeur, on s'est dit, voilà, il y a énormément de jeunes gens aujourd'hui qui lisent des mangas, mais les gens se plaignent qu'ils ne lisent que des mangas. Et est-ce que, justement, cet auteur japonais, qui est un grand admirateur d'Arsène Lupin, qui a fait une adaptation parfaite et hyper fidèle à l'œuvre originale, ne pourrait pas permettre à des enfants francophones de reconnecter justement avec leur culture? C'est assez bizarre, c'est assez paradoxal, mais cette littérature qui rejette parce qu'ils trouvent ça ringard, on peut leur dire, ben, pour vous c'est ringard, mais pour les dessinateurs japonais que vous admirez tant, c'est génial. Et puis, c'est vrai que quand on leur dit aux enfants, ils ne croient pas, mais Arsène Lupin, c'est un super-héros. Il a une identité secrète, il a des gadgets. Et puis, raconter comme ça, on dit, oh non, c'est n'importe quoi, ça date d'il y a 100 ans, c'est ringard. Puis quand on lit le manga et qu'on voit que c'est une histoire d'il y a 100 ans, mais qui est racontée avec des codes modernes, on se dit, ah bah oui, mais c'est vachement bien, en fait. Et ça permet de reconnecter. Donc, c'est vrai qu'effectivement, si on n'a jamais lu de manga et qu'on connaît Arsène Lupin, on peut commencer par lire un Arsène Lupin pour dire, OK, là, je vois, donc, tel moment de l'histoire, je le connais, et donc, en grammaire manga, ça se représente comme ça. Et ça peut être une espèce de pierre de Champollion qui permet de décoder les mangas futurs. Il y a un aspect aussi dans Arsène Lupin, je ne veux pas qu'on s'attarde juste à ce manga-là, mais un aspect qui m'amène à parler d'autre chose. Dans Arsène Lupin, entre les chapitres, il y a un propos sur l'œuvre aussi. Donc, oui, l'auteur parle de ce qu'on vient de lire. Bon, ben, dans ce chapitre, on a vu une excellente représentation du style policier. Bon, il y a donc un méta-langage sur le chapitre qu'on vient de lire, puis ça nous parle de ce qui s'en vient. Ça m'amène à te parler de ce que j'ai pu sentir dans les mangas que j'ai vus. Il y a une forme de générosité, en fait, des créateurs qui vont offrir soit un propos sur l'œuvre, une esquisse, un bonus à la fin. Il y a peut-être un côté marketing, en guillemets, au travers de ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté de rapport avec le créateur. C'est-à-dire que de cette façon-là, le lecteur a l'impression d'avoir accès soit au carnet ou aux pensées du créateur. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans de nombreux mangas qu'on peut rencontrer? Alors oui, parce que être dessinateur de manga, c'est un vrai sacerdoce, c'est un vrai sacrifice. J'ai expliqué aux enfants ce matin. Aujourd'hui, les enfants, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Youtubeur ou dessinateur de manga? Alors, youtubeur, c'est comme vous voulez, mais dessinateur de manga, c'est très compliqué. Parce que dessinateur de manga, c'est une vie de sacrifice. Être un dessinateur de manga, ça veut dire qu'il faut dessiner 20 pages par semaine. Donc, si vous dessinez un manga, ça veut dire que du lundi au samedi, vous dessinez votre manga, vous vous reposez le dimanche matin, et le dimanche après-midi, vous réfléchissez déjà à ce que vous allez faire au chapitre suivant. Avec les commentaires qu'on a reçus. Voilà, exactement.
et lundi, vous recommencez, etc., etc. Les mangakas sont des gens qui sont en très mauvaise santé. Ils ont tous des problèmes de dos, des problèmes d'épaule. C'est très, très dur d'être mangaka. Donc, quand on est mangaka, moi, j'hésite pas à le dire, c'est des gens qui sacrifient leur jeunesse. Parce qu'en plus, les éditeurs au Japon vont vous dire, oh là, après 25 ans, c'est compliqué de devenir éditeur de manga parce qu'on ne peut pas vous modeler à la manière dont sont produits les mangas. Donc vraiment, on sacrifie ces jeunes années où on est le plus endurant, où on est le plus vigoureux, à dessiner des mangas jour et nuit. Parce qu'en plus, vos éditeurs vous demandent régulièrement de les corriger. Donc, on se sacrifie tellement quand on dessine un manga que on déborde de reconnaissance pour les gens qui ont acheté votre livre. Et donc, il y a ce débordement de reconnaissance de la part des auteurs de manga qui vont faire des petits mots pour dire merci, vraiment merci d'avoir acheté mon livre. Vous savez, c'était pas facile, là j'étais fatigué, là j'ai machin. Et donc, ils vont rechercher aussi cette proximité parce qu'ils sont tellement reconnaissants envers leurs lecteurs que ça crée une connivence supplémentaire. C'est beau à voir. En tout cas, pour nous, c'est une chance d'avoir accès à ça. Mais je trouve en tout cas que tout cet entretien nous permet de comprendre tout le travail qu'il y a derrière la création de ces œuvres-là et la complexité aussi des œuvres qu'on a. Si on aborde une question un peu terre à terre. Donc, on a des gens ici qui s'intéressent dorénavant au manga, qui veulent en offrir à leur collectivité ou à leurs élèves. Et là, la question, oui, n'est-ce pas? Hein? On entend déjà oui, mais comment on les choisit? Comment on choisit un manga pour offrir aux jeunes? Comment on fait pour s'assurer que ce ne soit pas, parce qu'il y a quand même la conception pour plusieurs personnes que le manga, c'est toujours violent. On a compris que ce n'était pas en discutant avec toi. Comment on fait pour choisir des mangas qui sont bien adaptés aux jeunes dans les écoles et, je vais dire, une concertée peut-être, mais aussi qui sont bien adaptés aux parents? Parce que des fois, le problème ne vient pas du jeune. Là. Lui, il y en a vu d'autres. Bon. Mais c'est le parent qui ne va pas être content d'avoir vu ce livre-là entre les mains de son enfant. On a des gens qui témoignent ici de ça. Donc, as-tu soit des outils, des stratégies, des nomenclatures? Alors ça, c'est vraiment un gros problème aussi pour nous, les éditeurs. C'est que le Japon, c'est l'autre bout du monde. C'est l'autre côté de la Terre. Donc, c'est une civilisation. Et même si les codes manga, quand les mangas ont été inventés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la base, ils ont surtout repris les codes graphiques de Disney, les grands yeux, ça vient de Walt Disney. Mais ils ont effectivement développé leur propre narration et leur propre référentiel. Ce qui fait qu'une couverture qu'on va trouver mignonne, on l'ouvre et en fait, on se rend compte que c'est un manga assez compliqué, tordu, etc. Donc, les codes qu'on va utiliser sur nos couvertures en Occident ne vont pas forcément être les mêmes au Japon. Vous allez pouvoir avoir un manga pornographique, réservé aux adultes, évidemment, avec des scènes de sexe explicites, etc. Mais la couverture sera rose bonbon, avec une fille qui n'est pas du tout dénudée sur la couverture, qui est habillée normalement, qui est juste contente d'être là. Donc, on regarde ça, on se dit, ça doit être une comédie romantique, je peux acheter ça à ma fille de 14 ans, il n'y a pas de problème. Et puis, on ouvre, et puis évidemment, elle fait des trucs bizarres avec des légumes et tout. On se dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai? Voilà. Ça, c'est un problème. C'est que y a vraiment parfois un certain décalage entre la couverture et l'intérieur. Et ça, c'est parce que effectivement, les codes ne sont pas les mêmes au Japon qu'en Occident. Et l'autre problème qu'on a, c'est que les éditeurs japonais sont très difficiles sur ce qu'on a le droit de faire ou pas avec leurs œuvres. C'est-à-dire que quand on veut changer la couverture d'un livre, il faut vraiment le faire approuver. Puis il y a des auteurs qui vont dire oui, mais il y a des auteurs qui vont dire non, etc. Chez Kurokawa, on a un seul manga érotique, qui n'est d'ailleurs même pas un manga de sexe, c'est un thriller psychologique dans lequel il y a beaucoup de scènes de sexe. Mais c'est aussi un jeu un petit peu psychologique, etc. Mais qui s'appelle Nozoki Hana. Alors, Nozoki Hana, c'est un mot japonais qui signifie le petit trou à travers lequel on va regarder de la serrure, etc. Parce que Nozoki en japonais, c'est espionner, et Hana, c'est les trous. Donc c'est le trou d'espionnage, c'est le petit trou par lequel on va. Donc c'est une histoire, c'est un gars, 20 ans, il arrive à la capitale parce qu'il va faire des études, et il arrive chez lui dans son nouvel appartement d'étudiant, et le soir, il remarque qu'il y a un trou dans le mur.
Donc, il regarde à travers le mur et puis il voit sa voisine en train de se masturber. Donc, et puis, elle s'en rend compte. Donc, il dit, oh là là, elle sonne chez lui. Il dit, oh non, pardon, excusez-moi, je ne voulais pas faire exprès, pardon, je voulais, machin, là. Et puis, elle lui dit, bah, écoute, maintenant que je t'ai filmé, je te tiens. Donc, soit tu fais tout ce que je te dis, soit je vais à la police et je porte plainte pour harcèlement, machin. Et donc, il va s'installer un jeu assez malsain parce qu'en fait, la fille est à moitié dérangée. Donc, ça vire au thriller psychologique, mais il y a aussi du sexe, parce qu'évidemment, c'est des jeunes gens de 20 ans bien en forme. Donc, voilà. Et donc, bah, forcément, c'est un manga pas pour tout public. Et c'est un manga que je trouvais vraiment très bien. Et d'ailleurs, je suis très fier parce que c'est un très grand succès, alors tout relatif. Mais il y a plus de 50% des lecteurs qui sont des lectrices. Donc, je suis content parce qu'on a réussi à faire un manga érotique, mais qui prend pas les femmes comme des simples objets, mais qui en fait vraiment des actrices à part entière de l'histoire. Et donc, les femmes ne s'y sont pas trompées puisqu'elles l'ont acheté. Bref, tout ça pour dire que ce manga-là, le problème, c'est que je voulais énormément le publier, mais les couvertures, c'était pas du tout sexuel. Les couvertures, c'était trois copines en train de rigoler. Donc, on peut se dire, oh, ben, ça va, c'est une comédie sympa, je vais acheter ça à ma fille. Pas du tout. Donc là, on a vraiment négocié avec l'éditeur japonais en lui expliquant, voilà, je pense que c'est un manga qui a beaucoup de potentiel, mais on ne veut pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Et en fait, on a refait complètement les couvertures en les rendant beaucoup plus capiteuses, en fait, on les a noircies, enfin, on les a obscurcies, et on a juste fait un faux trou de serrure à travers lequel on voit un bout de la jaquette. Et donc, en fait, la fille est nue, mais on voit qu'un bout de sa tête à travers le trou de serrure. Et il faut enlever la jaquette pour voir la fille nue, etc. Donc, visuellement, on sait que ce n'est pas pour les enfants. Et il a fallu transformer ce manga pour qu'il ressemble. Mais il y a pas mal de mangas auxquels on n'a pas le droit de toucher parce qu'ils vont dire non, l'auteur pense que c'est l'identité visuelle, etc. Donc, cette grosse parenthèse pour vous expliquer qu'effectivement, ça va être parfois compliqué de conseiller les enfants. Alors, en plus, il n'y a pas de règles, contrairement au cinéma, où bah, y a, alors je ne sais pas ce que c'est chez vous, mais il doit y avoir moins 12, moins 13, il y a des codes PG, voilà, etc. Nous, en général, c'est des chiffres, c'est interdit au moins de 12 ans, déconseillé au moins de 10 ans, etc., etc. Il y a des pastilles, mais il n'y a pas de règles dans les livres. C'est-à-dire que, par exemple, American Psycho, Bret Easton Ellis, c'est écrit nulle part, attention, massacre de clochards, découpage à la tronçonneuse, etc. C'est pas écrit. C'est juste le livre est posé comme ça, et puis il y a une couverture un peu avec un verre de whisky, je crois, c'est dans notre édition française. Mais c'est indiqué nulle part, parce qu'il n'y a pas de règles. Il y a juste des règles pour les magazines porno qui sont sous film, etc. Mais sinon, c'est à la bonne volonté du libraire. C'est-à-dire, si le libraire a envie de mettre des mangas érotiques à hauteur d'homme, bon, il est intelligent, il ne le fera pas, mais il pourra, et puis les enfants pourront le prendre par accident. Donc, il y a un gros travail à faire de la part des éditeurs, évidemment, essayer de rendre visuellement plus évident le contenu, mais il y a des contenus qui ne sont pas évidents parce que, après, les limites de chacun sont différentes. Il y a des évidences. Par exemple, moi, je ne veux pas que mon enfant lise un manga où ça parle de sexe, où il y a des femmes nues, etc. Bon, mais après, il y a des gradations différentes. C'est-à-dire que moi, mon fils, il a 11 ans, je ne veux pas qu'il y ait de gros mots à la maison, mais je ne suis pas dupe. Je sais qu'à l'école, c'est des merdes, c'est des connards, etc. Mais on ne peut pas les empêcher. À partir de 11-12 ans, les gros mots font partie aussi du mécanisme social, etc. Donc, mais ça m'embête qu'ils lisent des mangas avec des gros mots. Or qu'il y a d'autres parents qui se diront, bon, à 11 ans, les gros mots, c'est pas grave. Donc, c'est difficile aussi de savoir ce qui est acceptable pour les parents. Certains, ça va être OK, d'autres non. Et puis, moi, mon fils, il a peur de certaines choses, pas d'autres. Donc, c'est 10-13 ans, c'est là où c'est compliqué de se dire ça oui, ça non, etc. Mais bon, après, effectivement, il y a des choses communes, des massacres, des viols, etc. Ça oui, on va essayer de faire en sorte que ça ne tombe pas entre les mauvaises mains. Et chaque éditeur fait un peu ce qu'il veut, mais nous, chez Kurokawa, ce qu'on fait, c'est que on met un moins de 16. Quand on juge que c'est vraiment très violent, on met un moins de 16. Mais après, bon, si c'est de la bagarre, où ils se mettent à coups de poing, il y a un peu de sang, bon, ça, on juge que c'est plus ou moins tout public. Tu veux dire, c'est une indication sur le C'est ça, c'est ça. Il y a une petite pastille, moins de 16, pour lecteurs, on met à réserver pour les lecteurs avertis. Voilà. Donc, déjà, on sait que s'il n'y a pas cette pastille-là, voilà, chez nous, ça va. Mais après, ça dépend de ce que les gens acceptent ou pas. Par exemple, un de nos plus grands succès, c'est One Punch Man. Je pense que si un enfant de 8 ans le lit, il ne sera pas traumatisé.
mais il y a quand même une critique sociale qui va lui passer au-dessus de la tête. Il y a quelques gros mots, il y a quelques blagues un peu en dessous de la ceinture qui font rire grassement les adolescents, mais qui ne sont pas du meilleur goût pour les enfants, on va dire. Donc c'est assez subtil en fait, parce que le, les codes de ce qu'on peut montrer aux adolescents ou pas est aussi très différent au Japon ou en France. C'était à l'occasion du livre du salon du livre jeunesse, il y a quelques années, j'avais fait une émission, je crois, pour Télérama, où j'expliquais que c'était très difficile de faire des mangas spécifiquement pour les enfants, parce que les Japonais ont une vision très spécifique du divertissement pour les enfants. C'est-à-dire qu'en France, le livre pour enfants va essayer d'en faire un truc divertissant mais culturel. Il faut que l'enfant ait appris quelque chose, etc. Alors qu'au Japon, ça va être le contraire. Comme l'enfant a déjà énormément de pression sociale pour être bon à l'école, parfois dès la maternelle, dès la petite enfance, ben, on va faire les mangas les plus idiots possibles pour qu'ils se détendent. Donc là où on va dire, ah ben, les livres pour enfants de 6-7 ans, on va leur apprendre comment c'est le moteur d'une voiture, etc. On va essayer de faire des choses très didactiques, très éducatives. Au Japon, ça va être des mangas très pipi-caca, où les gens vont se jeter des caca à la tête. Ça va être tout ce qui fait rire les petits, hein, pipi, caca, zizi. Voilà, vous dites ça à un enfant de 4 ans, il éclate de rire. Bon, sauf qu'on n'a pas forcément. On lui dit zizi, caca, ça fait rigoler. On n'a pas forcément envie de lui acheter un livre où il y a écrit zizi, caca dedans. Parce qu'on se dit, il va peut-être être moins intelligent. Enfin, c'est des réflexes qu'on a. Alors qu'au Japon, c'est le contraire. On lui demande tellement l'excellence qu'on qu'à l'école et tout, il a bien le droit de se détendre et de lire un manga où il se bat à coups de caca. Donc c'est pour ça que déjà, il y a très peu de mangas pour les petits-enfants qui sont proposés parce que au final, on a très peu de choses à vous proposer. Euh, Moi, j'en lis des mangas pour les tout petits. Sortis des mangas à licence comme Pokémon, où là, justement, quand il y a une licence, on est obligé de protéger un peu le personnage, etc. Ça part dans tous les sens. Moi, il y a toujours un exemple que je prends, c'est que pendant le mandat de Donald Trump, euh, il y avait un manga qui s'appelait Petit Trump dans un magazine pour enfants. Et c'était un manga complètement absurde, mais c'était vraiment pour les premières, deuxième années. C'est un manga où donc Donald Trump allait à l'école au Japon. Et donc on le voyait, il éteignait un incendie en faisant pipi dessus. Enfin, c'était complètement inepte, ça n'avait aucun sens. Donald Trump marchait dans le caca, alors du coup, il décide de se payer les plus grands ingénieurs du Japon pour inventer des chaussures qui aspirent les cacas pour plus jamais marcher dedans, etc. Enfin, ça n'avait aucun sens. Mais les enfants trouvaient ça hilarant. Et ça, c'est ce genre de mangas qui sont impubliables en France, mais qui sont la base du manga pour enfants. Donc c'est cette longue ellipse, cette longue parenthèse pour vous expliquer que c'est toujours très compliqué de vous dire ça oui, ça non. Le mieux, c'est encore de les lire, mais comme vous n'avez pas le temps de tout lire, ce qui est parfaitement normal, ce qu'on fait en général, alors c'est plutôt des outils réservés aux professionnels, c'est que quand nous, on publie un nouveau manga, on fait ce qu'on appelle une fiche produit. Donc cette fiche produit, malheureusement, elle n'est pas disponible pour les bibliothécaires parce que c'est le distributeur qui la donne à ses clients étant des libraires. Et sur la fiche produit du manga à destination du libraire, il y a le nom de la série, le nom de l'auteur, le format, etc. Et il y a surtout l'âge de référence. C'est-à-dire qu'on va dire, ce manga est pour un public mixte de 8 à 11 ans, pour un public plutôt garçon de 15 à 20 ans, etc. etc. Et c'est ces informations-là qui sont des informations commerciales qu'il vous faut, alors que finalement, vous ne les avez pas, parce que vous n'êtes pas un interlocuteur commercial. Et donc, c'est vrai que ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on a des sites, le site professionnel, par exemple, vous allez sur le site des éditions Kurokawa, il y a une fiche pour chaque ouvrage dans lequel il y a l'âge de référence, à partir de 8 ans, à partir de 11 ans, etc. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est vous encourager à aller voir, parce que vous n'avez pas le temps de lire tous les mangas. Mais après, je vous dis que vous êtes très occupé, c'est-à-dire que vous ne faites pas que des mangas. Vous avez aussi des romans, vous avez aussi des guides de voyage, vous avez des multitudes de choses à faire. Et puis les mangas, on vous en demande tous les jours. Donc, je comprends que c'est compliqué, mais
voilà, si vous voulez vous faciliter la tâche, n'hésitez pas à aller sur le site de l'éditeur pour voir la fiche du manga et sur lequel il y aura écrit l'âge comment dire, l'âge minimum ou l'âge idéal de lecture. Et alors, la chance qu'on a aussi, c'est que moi, c'est mon impression, c'est la deuxième fois seulement que je viens au Canada, mais j'ai l'impression que le Québec, c'est quand même, comment dire, c'est bizarre de dire comme ça, mais peut-être plus solidaire que la France, où c'est finalement très décentralisé, etc. Même si le Canada est un pays très vaste, je pense que les gens qui bossent dans la culture au Québec, surtout dans la sphère francophone, vous connaissez tous plus ou moins, il y a un maillage qui est quand même assez important. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus, je suis désolé, à solliciter le distributeur Interforum qui pourra, je pense, vous renseigner parce que son intérêt aussi, c'est pas seulement de vendre les livres, c'est aussi de diffuser de la culture et on ne veut pas que vous ayez des enfants à qui vous allez mettre des mauvaises choses entre les mains. Et puis, à ce sujet, ça m'amène à présenter quand même ce document qui va être remis aux gens qui sont dans la salle et envoyé en PDF aux gens qui sont en virtuel. On a, Interforum a préparé un bon de commande de 18 pages de manga safe. Donc, des mangas que vous pouvez proposer aux jeunes qui sont sécuritaires et qui sont de qualité, là, donc que vous allez pouvoir apprécier. Alors, ça, c'est un document que vous allez recevoir aussi. Puis, pendant qu'on parle de documents, là, je vais vous mentionner aussi que les gens en virtuel et dans la salle recevront en PDF ou en papier une fiche pédagogique qui a été faite sur justement ce manga dont on a parlé qui était très populaire, qui s'appelle Spy Family, qui est un phénomène, on pourrait dire ça vraiment au niveau du manga. Donc, une superbe fiche pédagogique qui a été faite par Valérie Harvey, qui connaît aussi bien la culture japonaise pour y avoir résidé, l'avoir étudié, et qui parle de la série Spy Family, mais qui donne aussi de nombreuses bases sur les codes du manga, sur ce qu'est un manga, sur comment on peut comprendre l'image dans le manga. Donc, ça vous donnera aussi des clés supplémentaires. On comprend quand même, et c'est vrai pour tous les livres avec lesquels vous travaillez, à part les livres, il n'y a pas de solution magique pour comprendre ce qu'ils contiennent. Et il n'y a pas non plus de solution magique pour trouver les aspects qui pourraient éventuellement achoper auprès de vos clientèles. Cela dit, si on revient par exemple à Spy Family, quand on lit une série comme celle-là, il y a une forme de violence qui est quand même présente parce que ce sont des espions, mais on n'est pas dans une violence qui va, disons, surpasser James Bond. C'est-à-dire que c'est des espions qui vont toujours violence spécifiquement pour ça. La violence est dédramatisée. C'est-à-dire que ceux qui ne connaissent pas Spy Family, je vous résume rapidement l'histoire. Donc ça se passe dans une espèce d'Allemagne fantasmée de la guerre froide. Donc l'action se passe dans une ville qui s'appelle Berlin. Et donc il y a Berlin Est et Berlin Ouest qui appartiennent chacun à deux pays, l'Ostanie et la Westanie. Et donc c'est les aventures d'un espion exceptionnel qui s'appelle Twilight. Personne ne connaît son vrai nom, c'est un as du déguisement, etc. Et on lui dit, ta prochaine mission, c'est à 1 semaine pour trouver femme et enfant, parce que ta prochaine mission, c'est d'espionner le premier ministre de l'Ostanie, et on ne le voit qu'une fois par an, c'est à la réunion des élèves de fin d'année de telle école. Donc il dit, mais 1 semaine pour fonder une famille, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'orphelinat, il récupère la première gamine qui n'a pas l'air trop bête qu'il trouve, et puis derrière, il va essayer de trouver une vieille fille de 27-28 ans qui n'arrive pas à se marier. Et alors, je dis vieille fille entre guillemets parce que ça se passe en Europe dans les années 50. Et du coup, après 28 ans, si on n'est pas marié, ben, on est louche. Donc, il dit, je vais lui rendre service, lui proposer de jouer ma femme en lui disant, voilà, je suis veuf, j'ai besoin de me remarier pour que ma fille puisse intégrer l'école, etc. Évidemment, l'espion ne dit ni à sa nouvelle femme ni à sa nouvelle fille qu'il est espion. Mais la petite fille, ce qu'elle dit ni à son nouveau père ni à sa nouvelle mère, c'est que c'est une petite fille sur laquelle il y a eu des expériences de fait et qu'elle est télépathe. Donc, elle sait que son père est espion, mais comme elle est petite, elle ne comprend pas trop ce que c'est, donc elle trouve ça super excitant, forcément. Et la mère, qui est très pressée de se marier, en fait, elle n'est pas pressée de se marier parce qu'elle a peur de finir sa vie seule,
elle est très pressée de se marier parce que ce que le mari et que la petite fille ne savent pas, enfin, la petite fille le découvre après, c'est qu'elle, c'est une tueuse. Alors, sa couverture, c'est qu'elle est secrétaire à la mairie, mais en fait, c'est une tueuse. La nuit, elle tue des gens, elle tue des traîtres à la nation, etc., etc. Et donc, le père est un espion, la mère est une tueuse à gages, la petite fille est télépathe, elle sait tout, mais elle comprend rien, et elle trouve ça génial. Donc, l'histoire se déroule plutôt du point de vue de la petite fille, et effectivement, il y a des gags parfois où la petite fille, elle lit les pensées de sa mère, et la mère est en train de se laver les mains, et dit, oh là là, quelle horreur, j'arrive pas à enlever l'odeur du sang, qu'est-ce que je vais faire? Et donc la petite fille fait des tronches pas possibles, genre, ah, quelle horreur. Mais c'est justement, c'est évacué par l'absurde. Parce qu'on ne va pas se mentir, les enfants savent ce que c'est la mort, savent ce que c'est tuer, etc. Hein. Ils jouent à ça dans la cour de récré, à se tuer, etc. Et justement, la mort dans Spy Family est présente, puisque la mère va tuer des ennemis de l'État, etc. Mais ça ne va pas être trip à l'air, etc. Ça va être des bastons, certes, un peu esthétiques, mais ça va être toujours très drôle. C'est-à-dire qu'elle est, elle est très, très forte, mais elle est assez naïve dans son esprit. Donc, on va la voir en train de tuer des gens qui ont des pistolets et tout. Alors qu'elle est super forte, en plus, elle esquive tout et tout. Puis elle est en train de tuer des gens. Elle dit, oh, mince, j'ai oublié d'éteindre le feu. Ah, zut, qu'est-ce que je vais acheter comme légumes pour la soupe ce soir? Enfin, on rend toutes ces séquences complètement absurdes et ça les dédramatise et ça ne peut pas faire peur parce que l'enfant va comprendre que c'est pour rire. Puis aussi, juste pour préciser, peut-être, dis-moi si je me trompe, mais on a beau avoir des adultes et un jeune enfant, le public qui est visé, on est vraiment plus dans un public adolescent. C'est-à-dire que. Alors, oui et non, en fait, alors Spy Family, c'est vrai que c'est le gros succès du moment. Ce qui explique le succès de Spy Family, c'est son universel. On parlait tout à l'heure des codes du manga qui sont très compliqués. Par exemple, un des autres mangas qui doit très bien fonctionner chez les enfants qui fréquentent vos bibliothèques, c'est un manga qui s'appelle My Hero Academia. Voilà, donc ça, c'est une école de super-héros. Les enfants, enfin les héros de ce manga sont des adolescents. Ils ont tous entre 12 et 16 ans. Et là, on est vraiment, c'est un manga dont les héros ont 12 et 16 ans. Et le manga s'adresse vraiment aux 10-25 pour aller vraiment large. Mais comment dire, la cible principale, c'est les 12-15 ans. Parce que, au-delà, si les adultes essayent de lire My Hero Academia, c'est un peu compliqué. Il y a des codes à connaître, les super-héros, faut avoir une base culturelle du super-héros, de la bagarre, etc. Alors, dans les mangas, ça se passe comme ça. Le héros, il a du mal, mais il s'entraîne. Enfin, c'est des clichés du manga que, si on ne connaît pas, c'est plus difficile de rentrer dedans. Spy Family, je viens de vous le raconter. Vous n'avez aucune culture manga, c'est très facile de rentrer dedans parce que c'est l'espionnage, il n'y a pas de trucs un peu fantastiques ou quoi que ce soit. C'est juste c'est un vaudeville en fait, c'est du quiproquo. C'est ah mince, c'est ce qu'ils vont découvrir que je suis espion. Ah mince, c'est ce qu'ils vont découvrir que je suis une tueuse. Et, euh, et tout le monde peut le lire. Et c'est ce qui explique l'énorme succès de Spy Family, c'est que les enfants le lisent avec leurs parents. Et les parents comprennent et ils peuvent même échanger avec leurs enfants en disant, mais tu sais, les histoires d'espions, il y a James Bond, il y a machin. Et puis c'est rigolo parce que l'héroïne, c'est une petite fille, mais il y a des adultes aussi. Et puis le manga peut se lire à deux niveaux de lecture. C'est-à-dire que les enfants vont trouver ça rigolo parce que la petite fille fait plein de bêtises et puis les espions, c'est rigolo. Mais les adultes vont le lire et ils vont voir les implications un peu politiques qui sont un peu effleurées, mais qui sont quand même là. Il y a des passages assez tristes. Hein. Le tome 10 qui va bientôt sortir là au Québec, ça démarre par l'enfance du héros. Voilà, un jour il rentre chez lui, sa maison explose et puis il y a des ruines partout. Et en fait, à la base, l'auteur ne voulait pas du tout dessiner ça et il a dessiné ça quand la guerre en Ukraine a démarré. Parce qu'il s'est dit, voilà, je suis lu par des enfants, il faut que les enfants comprennent un peu ce que c'est la guerre. Donc, alors, évidemment, c'est très triste parce que on voit la panique, des pages toutes noires où il y a juste écrit au secours, maman, etc. Donc, ça, c'est un peu angoissant. Mais alors, très vite, l'histoire, le propos avance et en fait, on voit qu'il s'en sort, etc. Mais il y a aussi cette volonté, comme je disais tout à l'heure, de ne pas arnaquer les enfants et de leur parler, pas comme à des adultes, mais pas comme à des idiots, en tout cas. Donc, Spy Family évacue cette violence graphique de par le sang qui gicle, et puis elle dit, ah, ça me rappelle que j'ai oublié d'acheter des tomates. Mais par contre, on ne va pas hésiter à montrer pourquoi le héros se bat. Même si on est là pour rigoler, bah, le héros, il faut montrer que s'il est espion, c'est parce qu'il a envie qu'il y ait la paix. Parce que quand il était petit, il a connu la guerre, et il explique quand il rentre dans les services secrets, il dit, moi, je fais ça
pour ne plus entendre les enfants pleurer. Donc, on n'hésite pas à mettre un peu de drame pour qu'il y ait une implication émotionnelle, mais derrière, ça reste quand même, on dédramatise la violence immédiate. Ben, je vois le temps qui file. Je trouve que tout ce que tu nous racontes, ça nous donne envie de les découvrir, puis envie de s'y plonger, puis de peut-être regarder aussi le manga avec un nouvel œil. Avant qu'on prenne quelques questions des gens qui sont soit ici en présence, soit en virtuel, peut-être qu'on pourrait glisser un mot sur le lancement qui a eu lieu hier soir de donc Cotoon, qui offre donc du webtoon. J'aimerais que tu nous expliques là, qu'est-ce qui va nous arriver à nous avec ça? C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que ça va devenir un mouvement que les jeunes vont vouloir découvrir. Et là, nous, on s'ouvre au manga, mais là, il faut s'ouvrir à autre chose aussi, là, ce qui s'en vient. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent le webtoon? Et vous en avez entendu parler, vous en avez lu? Alors, je vous explique ce que c'est rapidement. Alors, vous êtes bien heureux parce que vous avez encore des bibliothèques. Sachez qu'en Corée, ça n'existe pas. En Corée du Sud, il n'y a quasiment plus de libraires, plus de bibliothécaires, quasiment plus de bibliothèques non plus. Hein. Le papier a quasiment disparu. Tout le monde lit sur son téléphone. Et il y a une dizaine d'années, ils ont inventé un nouveau format qui s'appelle le webtoon. En fait, ce sont des bandes dessinées verticales. Donc, c'est une bande dessinée, sauf que les cases se lisent de haut en bas et donc on les fait défiler sur son téléphone. Et le modèle économique de ça, c'est que c'est gratuit. Parce qu'évidemment, sur téléphone, c'est plus facile de faire venir les gens quand c'est gratuit. Donc, c'est gratuit, vous défilez comme ça. Et la semaine prochaine, vous aurez un chapitre. Sauf que, évidemment, à la fin du chapitre que vous venez de lire, voilà, le héros et l'héroïne se rapprochent. Et puis, alors, vous saurez s'ils s'embrassent la semaine prochaine. Mais pour 30 cents, vous pouvez lire le prochain chapitre en avance. Donc, il est 23h, vous êtes au fond du livre, allez, 30 cents, qu'est-ce que c'est? Vous retrouvez à la fin du mois $40. Donc, c'est un nouveau système de lecture qui a été inventé en Corée du Sud il y a une dizaine d'années, parce que là-bas, tout le monde est sur les téléphones portables. Et ça arrive aujourd'hui en Amérique du Nord, ça arrive aujourd'hui en Europe. Alors, sur les applications, effectivement, on pourrait télécharger ça sur votre téléphone. Donc, ça s'appelle Webtoon. Et donc, c'est c'est moderne, c'est dans toutes les langues, hein, anglais, français, coréen, italien, espagnol, etc., etc. Alors, je ne peux pas vous garantir qu'il y a de la version française surtout, parce qu'ils sont très régions. Donc, en France, tout est en français, mais peut-être que vous, comme géographiquement, vous êtes en Amérique du Nord, il y a peut-être des choses qui ne seront pas en français, je ne sais pas, parce que ces gens-là découpent vraiment par continent, pas par région, pas par spécificité régionale, etc. Donc, il est possible qu'il n'y ait pas le français là-dessus, mais en tout cas, voilà. Sachez que les jeunes aujourd'hui qui sont équipés d'un smartphone sont très probablement déjà lecteurs de webtoons. Et pour les webtoons les plus populaires, il y a de la demande pour les retrouver en format papier. Et donc, suite à cette demande, on a décidé de lancer une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Cotoon. Alors, c'est un jeu de mots entre le coton et la Corée. C'est écrit K-O. Et Toon, parce que ce sont des webtoons. Et le coton. Cotoon, voilà, c'est des webtoons tout doux, on va dire. Et donc, on a lancé notre premier hier. Et alors, la spécificité du webtoon en papier, je parle, hein, du webtoon par rapport au manga, c'est que c'est un format, c'est pas un grand format, mais c'est un format un petit peu plus grand, c'est du A5, ceux qui sont experts en format, donc c'est du A5, et c'est 2 fois plus cher qu'un manga, parce que c'est tout en couleur. Voilà. Et donc, comme c'est plus cher, on s'adresse aussi à des gens un peu plus âgés. Donc, le manga ou le cœur de cible, ça va être plutôt 10-25, même entre 10-14 d'un côté et 15-25 de l'autre. Sur le webtoon, on est plutôt sur du 18-34. Et pour nous, en tout cas, éditeurs de manga en Occident, l'autre spécificité du webtoon, c'est que aujourd'hui, chez nous en manga, ce qu'on appelle le shoujo manga, donc les mangas pour les filles, ça marche pas très bien. C'est à peine 5% des ventes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de filles qui lisent des mangas, mais elles lisent surtout des mangas typés hommes, on va dire, d'action, d'aventure, etc. Or, le webtoon, à part la meilleure vente webtoon, qui est un webtoon de bagarre,
toutes les autres ventes du top 10 des webtoons, c'est des comédies romantiques. Ça s'explique par le fait que, en fait, les mangas pour filles sont pas très progressistes. La plupart du temps, c'est des histoires de lycéennes qui hésitent entre deux gars. Et puis, quand on discute avec les filles aujourd'hui, on leur dit, mais pourquoi t'aimes pas les mangas pour filles? Elles disent, bah, parce que c'est surtout des histoires de filles qui seront belles pour un gars. Et moi, j'ai pas envie de me faire belle pour un gars, j'ai envie de me faire belle pour moi, etc., etc. Alors que le webtoon, ça va être soit de la romance fantastique, donc des jeunes filles qui ont des pouvoirs magiques, qui se retrouvent avec des chevaliers, etc. Soit ça va être ce qu'on appelle de la romance de bureau, des choses qui ressemblent un peu au feuilleton qu'on regarde à la télé, quoi. Un des plus connus, c'est une jeune fille qui a pris un coup de trop, elle rencontre un gars, elle couche avec, et le lendemain, merde, elle se réveille, c'est le fils du PDG. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc ça va être des romances comme ça, un peu plus élevées en âge que ce qu'on trouve habituellement dans les mangas pour adolescents. Et ça nous permet, à nous, éditeurs, de toucher un public féminin qu'on avait perdu avec le manga. Et donc, ce nouveau phénomène, qui est la lecture de bandes dessinées en ligne, le webtoon, va arriver en papier. Et là encore, il y a à boire et à manger. Donc, l'avantage, c'est que comme c'est sur des applis que vous avez téléchargées, soit sur Apple, soit sur Google, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de porno, puisqu'on n'a pas le droit de montrer ce genre de choses dans les applis. Mais il y a des propos qui peuvent être socialement dérangeants. Une femme qui, justement, va avoir des relations sexuelles avec plein de gens, on n'a pas forcément envie de faire lire ça à un enfant de 12-13 ans. Mais c'est assez rare, et au final, ça reste soit beaucoup de la romance fantastique, où les filles se retrouvent dans des univers un peu type Seigneur des Anneaux, etc., soit de la romance adulte, mais un peu ce qu'on voit dans les séries qui sont disponibles à la télévision. Donc ça, c'est le nouveau phénomène qui va vous arriver dessus bientôt, dès aujourd'hui. Hein. Voilà, let's play. Et donc, notre premier titre, c'est une comédie romantique dans l'univers du jeu vidéo qui s'appelle Let's Play. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a créé un jeu vidéo. Elle est super contente parce qu'elle l'a fait elle-même. Elle attend qu'une chose, c'est que les gens y jouent et le commandent pour acheter. Et là, il y a un YouTuber, un influenceur très célèbre qui joue à son jeu et comme il comprend rien au jeu, il est nul, il perd. Et du coup, il fait une vidéo qui dit « Oh là là, il est nul ce jeu, il ne faut surtout pas l'acheter ». Et la vidéo est vue des millions de fois. Donc, la fille est ruinée, plus personne ne achète son jeu. Voilà. Et évidemment, le lendemain, elle entend du bruit dans le couloir, elle regarde qui est son nouveau voisin, le fameux YouTuber. Donc, c'est. Voilà, je vous la fais pas. Hein, on dit pas la suite. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça va être le genre d'histoire qu'on va proposer chez Cotoon. Et ça va être aussi, je pense, peut-être le genre d'ouvrage que vont vous demander les jeunes et peut-être les moins jeunes. Le sens de lecture? Alors, le sens de lecture, par contre, il est occidental, puisqu'en fait, le sens de lecture, il n'y en a pas. À la base, c'est sur un téléphone, donc on lit comme ça, de haut en bas. Donc, du coup, c'est à nous de prendre les cases, de les découper et de les remettre dans des pages. Donc, traditionnellement, le manga est à l'envers, mais le webtoon est à l'endroit. Et surtout, l'autre spécificité du webtoon, c'est que le manga, à 99%, c'est dessiné par des auteurs japonais, alors que le webtoon, c'est un nouveau format. C'est une nouvelle manière de construire une histoire. Mais, même si ce sont les Coréens qui l'ont inventé, les Coréens sont ravis d'accueillir tous les auteurs du monde, ce qui fait que le webtoon que vous avez entre les mains, par exemple, il a été dessiné par une Américaine. Et donc, il y a des webtoons français, espagnols, sud-américains, néo-zélandais, etc. Voilà. Et d'ailleurs, hier soir, lors de la soirée de lancement, on lui a dit que cette année, en fin d'année déjà, on va proposer un premier webtoon dessiné 100% par une jeune fille française. Voilà, on ne rêve que d'une chose, c'est de la faire venir au Québec pour qu'elle rencontre les gens et puis que vous puissiez échanger avec elle. Et voilà, moi je rêve aussi de trouver peut-être un auteur de webtoon québécois et l'éditer un jour si ça fonctionne. Avis aux intéressés.
il nous restait quelques minutes. Alors, j'ai vu qu'il y a eu de la conversation, mais c'est un peu ardu pour moi de suivre tout ça en même temps. S'il y a quelqu'un ici dans la salle qui a une question qu'il voudrait poser à Grégoire, il nous reste quelques minutes. Rapidement dans la conversation, je vois qu'on nous demande d'appeler Koutoun, alors K-O-T-O-O-N, effectivement. Donc, il y a une personne qui a posé pas mal de questions. Oui. Qui a demandé est-ce que les représentants Interforum sont au courant des tranches d'âge, etc. La réponse est oui, puisqu'ils ont les fiches produits. Voilà. Puis, suggestion libraire de rendre accessibles les fiches de produits spécifiques au manga, effectivement. Bon, qu'est-ce qu'on avait d'autre ici? Là, il y a une question, puis on nous demande si c'est une série chez Kurokawa. Alors, tu sauras répondre à ces questions-là, mais de certains créateurs qui vont être capables quand même de produire des œuvres uniques ou des séries très courtes. Ça peut arriver quand on a un auteur qui a eu une série très longue avec beaucoup de succès. Avant d'en redémarrer une autre, il va se faire plaisir et faire des petites choses, mais il a le nom qui lui permet de faire un peu ce qu'il veut. Est-ce que ça paraît automatiquement en feuilleton aussi, ou à ce moment-là, ça peut être directement vers il peut avoir envie de dessiner une histoire complète. Comme ça, il est libéré de ses engagements. Okay. Donc, il peut faire un peu ce qu'il veut. Voilà. Merci. Alors, on a répondu à cette question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. J'ai vu des mangas, sauf que je les prends, là, sont bord occidental. Est-ce que oui, le manga, c'est censé être, mais en fait, ça me dérange que je pas en Ah, c'est un manga. C'est-à-dire que c'est un manga de droite à gauche? Oui. Est-ce que c'est. Mais c'est plus chez Kyo, chez. Il y en a, oui, il y en a aussi chez. Le Marie Kondo était en sens occidental. Ouais. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment exceptionnel. Mais on peut encore l'appeler manga. Ce qui définit le manga, ce n'est pas son sens de publication. Ce qui définit le manga, pour moi, c'est son mode de production. La spécificité du manga, parce qu'il y en a des Français, des Américains qui vont dessiner un petit truc en noir et blanc comme ça. Mais pour moi, ce qui fait la vraie spécificité du manga par rapport à un bande dessinée ou quoi, c'est son système de production. C'est-à-dire que l'auteur n'est jamais seul, il y a toujours un éditeur qui va lui dire regarde la carte postale, le gars nous a dit que ce personnage est bien, voilà. Parce que quand on parle à un éditeur, quand on parle à un auteur de bande dessinée française ou franco-belge, la manière dont les assistants éditeurs s'immiscent dans le processus de création, pour eux, c'est impensable. C'est regarder, ah non, moi je suis un artiste, moi je dessine ce que je veux. Si mon héroïne, tout le monde la déteste, bah, les gens, je les emmerde. Moi je dessine mon héroïne et puis c'est tout. Alors que le dessinateur de manga, si on lui dit, ah bah elle est conne, personne ne l'aime, ok, au prochain épisode, elle meurt, quoi. C'est pas de problème. Et ça, pour un artiste occidental, tu peux pas l'entendre. Voilà. Donc c'est pour moi vraiment la spécificité du manga, c'est le mode de création. Voilà. Et je ne sais pas ici si tout le monde était au courant de ce mode de création-là du manga, là, en levant la main, qui savait que le manga était créé comme ça? Moi, tu me le fais pas longtemps. Bon, mais c'est quand même, je trouve que c'est une information absolument passionnante à connaître si on est un pédagogue, si on est en classe, qu'on a envie de faire une activité autour de ça, mais la co-création, la création à deux, l'influence du commentaire de l'autre, le style feuilletonnant, je trouve que le procédé feuilletonnant, je trouve que c'est vraiment des informations qui nous permettent de mieux comprendre, de mieux apprécier aussi les œuvres qui nous sont offertes. Assurément. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres personnes qui voudraient. N'hésitez vraiment pas, je suis là pour ça. J'ai fait 8000 km pour répondre à vos questions. S'il vous plaît, on vous demande. Oui. Moi, j'ai une question par rapport au propre français. Oui. Vous avez lu des commentaires des propres français, vu que vraiment dans les mangas, il y a moins de texte. Alors. Je vais répéter la question pour être sûr que les gens qui sont en virtuel l'aient bien entendu. Donc, on nous demandait, parce que vous êtes un peu loin du micro, on nous demandait si vous avez si tu as déjà eu des commentaires de la part d'enseignants de français sur les mangas, étant donné que le manga contient parfois moins de texte qu'un roman, pour, par exemple, j'imagine, vérifier les compétences ou vérifier les connaissances des élèves. Alors, je dirais que ça a beaucoup évolué. Il y a 10 ans, 15 ans, oui, aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi, en fait. Il y a 10-12 ans, au Salon du Livre de Paris, je voyais souvent sur mon stand, les enfants venaient avec un manga à la main
Et les parents disaient, ah non, si tu prends un manga, tu prends aussi un vrai livre avec du texte. Mais je pense Voilà. qu'on entend encore ça. Alors, ça, c'était il y a 10-12 ans. Aujourd'hui, les parents disent aux enfants, tu achètes autant de mangas que tu veux. Alors, je suis étonné. Et en général, les parents me disent, moi, je préfère qu'ils lisent des mangas qui soient sur son téléphone. Voilà. Donc, c'est vraiment une évolution sociale. C'est-à-dire qu'avant, une évolution sociologique. Avant, on disait, oui, les mangas, c'est sympa, mais il vaut mieux lire des vrais livres. Et aujourd'hui, comme les enfants lisent plus, ils sont toujours sur le téléphone, ça devient, en fait, le manga devient le dernier lien qu'ont les enfants avec l'objet livre, en fait. Et il y a 10 ans, on disait, oh, les mangas, c'est pas très sérieux, il vaut mieux lire des vrais livres. Alors qu'aujourd'hui, on se réjouit dès que les enfants font autre chose que des écrans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens. Alors, je sais que ça peut paraître triste à dire, mais voilà, le dernier rempart contre TikTok, c'est les mangas, finalement. Si je peux me permettre un commentaire aussi, je pense que c'est la responsabilité justement des pédagogues et des adultes d'en lire, de le découvrir, de se familiariser avec ce langage-là. Parce qu'en le faisant, on se rend compte de sa richesse, puis on se rend compte que c'est possible de l'évaluer. C'est-à-dire qu'une appréciation, qu'elle soit faite sur un roman ou sur un manga, on peut faire une appréciation de lecture dans les deux cas. Oui, absolument. Exactement. Ça demande un niveau de lecture assez pointu, tu sais, et je pense que c'est beaucoup la responsabilité des grandes personnes de s'intéresser à ce qui intéresse les jeunes, parce que si on ne fait que leur dire que ce qui les intéresse, c'est pas bon, ben, je pense pas que c'est comme ça qu'on crée des lecteurs là, à long terme. Donc, je pense que ça nous a donné envie, en tout cas, de t'entendre parler, d'aller lire ces mangas-là pour les découvrir. Moi, ce que je voudrais faire aussi, s'il y a vraiment une chose que je voudrais voir ressortir de cette rencontre presque pédagogique, j'ai envie de dire, moi, j'aimerais aussi vous aider à trouver des outils pour aller au-delà de la simple lecture de manga. Je sais que j'ai discuté avec pas mal de bibliothécaires et de documentalistes qui me parlaient d'enfants en échec scolaire qui avaient été sauvés par le manga parce que c'était leur dernier lien avec la lecture, etc. Ils me disaient, par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui sont en décrochage scolaire, ça se comprend, en décrochage scolaire, qui ont plus les méthodes pour travailler parce que l'école les intéresse plus, etc. Et justement, on essayait de leur redonner la méthodologie à travers le manga. On disait, bah, tu veux pas me faire une fiche de lecture sur Notre-Dame de Victor Hugo, bah, fais-moi une fiche de lecture sur ton manga préféré. Dis, ne te contente pas de lire le manga. Explique-moi pourquoi tu l'aimes bien. C'est qui le personnage principal? Pourquoi c'est intéressant? Quelle est ta scène préférée? Pourquoi c'est ta scène préférée? On leur fait faire un espèce de commentaire de texte comme ça, et ça leur réapprend la méthodologie, et surtout, les ados et les pré-ados ont souvent l'habitude que soit les adultes ne comprennent pas les mangas, soit ça ne les intéresse pas. Et si vous commencez à leur poser des questions, à leur dire, mais alors, le prochain qui vous emprunte un livre, alors évidemment, il faut choisir l'enfant qui aime bien parler, parce qu'après, il y a des introvertis qui sont. Mais des fois, vous allez avoir des surprises. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui sont très renfermés et tout, et puis des pré-ados qui sont et puis 12-13 ans, un peu ténébreux, un peu comme ça. Puis si vous lui dites, ah bah tiens, celui-là, je ne l'ai pas lu, pourquoi tu l'empruntes? Est-ce qu'il est bien? Mais il y en a qui vont exploser, qui vont vous exploser entre les doigts, ils vont dire, c'est génial, mais pendant un quart d'heure, ils ne vont pas s'arrêter, parce que lui, il est machin, et puis lui, il est amoureux d'elle, et puis voilà. Et ils vont vous raconter ça avec une passion, et vous allez être très surpris de voir à quel point ils s'expriment avec passion et avec détail, minutie, quand ils parlent de quelque chose qui les intéresse. Donc, je pense que si vous avez envie de les faire travailler là-dessus, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Vous leur dites, t'as lu Spy Family, qu'est-ce qui t'a plu dans Spy Family? Qui est ton personnage préféré? Pourquoi? Et après, vous pouvez rebondir en disant, alors si vous connaissez les œuvres, évidemment, mais vous pouvez leur dire, ah bah tiens, tu sais que ça, ce passage-là qui est très dramatique, ça t'a plu? Ben, en fait, l'auteur s'est inspiré d'un bouquin que je connais, regarde, je te le montre, c'est comme ça et tout. Et les gens, les enfants se disent, ah mais en fait, c'est pas ringard les livres, c'est vachement bien. C'est juste que je prenais pas la peine de les lire parce que les codes de narration ne me correspondaient pas. Et je pense que c'est un très bon exercice à faire, à demander à vos ados, quand ils vous empruntent des livres, pourquoi celui-là? Qu'est-ce qui lui a plu? Et si celui-là t'a plu, essaye d'en lire un. Nous, on a une collection qui s'appelle les Kurosawa. C'est de la philosophie en manga. Donc, en gros, ce sont des mangas qui vont prendre des concepts philosophiques et
les expliquer à travers une histoire. Par exemple, on a publié Le Capital de Marx en manga, et c'est très intéressant. C'est l'histoire d'un boulanger pendant la révolution industrielle, il est à Londres, il fait du pain, et tous les jours, il vend tous ses pains. Et donc, il a un copain qui lui dit, pourquoi tu ne fais pas plus de pain? Je ne sais pas, moi je fais 50 pains, ça me suffit. Non, t'en fais plus, t'en vends plus, t'as plus d'argent. Bon, d'accord, il fait un peu plus de pain, donc il vend plus de pain. Et là, tu as tous les ouvriers nord, mais tu ouvrirais une deuxième boulangerie au sud, t'en vendrais 2 fois plus. Alors, il ouvre une deuxième boulangerie, hein, dit, mais là, tu ne peux pas t'occuper des 2 boulangeries, donc tu embauches des gens. Ah oui, d'accord. Et puis tu les payes moins, tu gagnes plus d'argent, etc. Et donc, on va, à travers cette fiction qui reprend en fait ce que raconte Marx, on va découvrir comment est-ce que Marx dénonce le capitalisme. On a aussi ainsi parlé Zarathustra de Nietzsche en manga. Ça va être l'histoire d'un footballeur qui se casse les 2 jambes. Donc il va prier Dieu pour que ça aille mieux, et son voisin va lui dire, mais ça sert à rien, c'est pas Dieu qui va te réparer tes jambes. Et donc il va y avoir ce concept de surhomme, de dépassement de soi, etc. On va aussi avoir, on a René Descartes aussi en manga, où on explique le je pense donc je suis. Et donc c'est l'histoire d'un employé de bureau qui dit, voilà, le matin je me lève, je vais bosser, le soir je vais me coucher, mon existence n'a aucun sens. Et donc, il va rentrer chez lui un soir, il va voir René Descartes dans son appartement en train de jouer à la PlayStation. Il va dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui? Je dis, je suis René Descartes et je viens t'expliquer que ta vie a un sens. Parce que si tu te dis, quel est le sens de ma vie? Le simple fait que tu te poses la question, c'est que tu y as déjà répondu. Et donc, René Descartes va accompagner ce pauvre salariman de bureau, lui expliquer un peu le sens de la vie, etc. Et donc, c'est plus âgé, je pense, en dessous de 15 ans, c'est compliqué, mais ça permet d'expliquer ou de réexpliquer des grands concepts philosophiques. Et pour les plus jeunes, donc dans cette gamme Pur au Savoir, on a sorti aussi 4 biographies en manga. Donc, c'est mangas qui racontent la vie de Cléopâtre, Marie-Antoinette, Élisabeth Ier et Beethoven. Et donc, c'est des mangas qui racontent la vie de ces personnages-là. Et à la fin des mangas, il y a des fiches pédagogiques. Donc, ça peut être aussi, si vous avez envie de faire des exercices dans vos bibliothèques ou quoi, ça peut être des ouvrages qui sont intéressants pour vous. Et évidemment, je termine par l'adaptation en 10 volumes du roman Arsène Lupin, qui est vraiment très, très adapté, qui est très, très fidèle à l'œuvre originale, qui peut être aussi intéressant pour que les enfants se fassent un petit bagage culturel classique, entre guillemets. On a aussi Les Misérables, on a aussi Monte Cristo en manga. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à expliquer aux enfants que les livres ringards, entre guillemets, les auteurs japonais qui vénèrent tant, ils les adorent au final. Et Grégoire, merci infiniment. On va devoir s'arrêter ici parce qu'on a déjà dépassé l'heure qu'on s'était fixé. Il y a des gens qui sont venus, qui ont fait de la route, pas 8000 km, mais quand même. Alors, j'aimerais te remercier infiniment pour ce bel entretien. Merci à Interforum aussi qui a organisé ça, qui a préparé le matériel complémentaire, qui a organisé ta venue ici. Merci à tout le monde de s'être déplacé et aux gens qui étaient en virtuel aussi d'avoir assisté à cette rencontre-là. Les gens virtuels, vous recevrez là, par courriel dès demain le matériel qui était annoncé. Et puis, si vous êtes ici, vous pouvez prendre ce matériel et même un petit biscuit. Alors, il n'y aura pas de biscuits virtuels qui seront envoyés. Je suis désolée de vous l'annoncer. Merci infiniment. Merci Grégoire. Et j'espère que ça vous a plu. À tous, bonne lecture de manga. C'est impossible de ne pas avoir envie dans les pages. Merci. Au revoir. Allez, là,